Alors la surdité chez les enfants, chez les jeunes enfants, est une anomalie fréquente. Un enfant sur 1000, vous me disiez, dans une famille sans antécédents, le chiffre augmente quand il y a des antécédents. Donc c'est pas Alors, rien. globalement, la prévalence est évaluée à une naissance sur 1000 enfants, Mm. tout confondu dans ces cas-là. Après, il y a des populations plus ciblées, plus à risque, notamment les enfants qui seront prématurés, par exemple, D'accord. les enfants issus de familles dans lesquelles il y a des antécédents de surdité. Mm. Voilà pour les principales. Alors le dépistage est très très important. Ça, il faut absolument que les parents acceptent ce dépistage devenu légal, c'est ça, Exactement. depuis peu de temps. En fait, en France, on a été des pionniers dans le dépistage. Depuis très longtemps, il y a eu des personnes qui ont essayé d'engager toute une réflexion dans la prise en charge précoce de la surdité. C'est le maître mot, en fait, prise en charge précoce. D'accord. C'est valable pour tous les handicaps dont on peut parler aujourd'hui. Et ce qui est fondamental, c'est que malgré ces pionniers, il a fallu longtemps avant de pouvoir légiférer en France. Mais c'est chose faite depuis fin 2014. Donc on peut dire que depuis 2015, dans toutes les maternités de France et au-delà, dans les dom-tom, il existe un dépistage systématique en maternité qui est proposé à tous les nouveau-nés. Donc les parents ont la possibilité de refuser et la possibilité d'accepter, bien entendu. Oui, il vaut mieux l'accepter, j'imagine. Donc, vous parliez des professionnels de santé qui sont là pour accompagner. L'utilité, pour les psychologues, les orthophonistes qui apportent une rééducation, on va en reparler, c'est d'acquérir le langage des signes. Donc, voici un reportage sur le langage des signes et des mimes indispensables à la compréhension des malentendants. C'est un monde incroyable où les regards, les mimiques, les gestes sont essentiels. La langue des signes, c'est en quelque sorte la langue des humains qui sont attentifs l'un à l'autre. Ces 8 élèves entendantes sont en immersion totale. 6 heures par jour, pendant une semaine, elles signent leur conversation. Ça va m'aider à communiquer vraiment avec les enfants et également avec les adultes qu'on peut rencontrer. Alors, peut-être un exemple, une maman sourde ou un papa, ou même d'autres professionnels également qui sont sourds dans l'établissement. Elles sont psychologues, ASEM, orthophonistes, éducatrices spécialisées. Toutes travaillent avec un public d'enfants, d'adultes sourds ou malentendants. Un apprentissage qui demande beaucoup de concentration mais qui reste ludique. Le mime est un outil important, même si la langue des signes ne se résume pas à cela. Oui, c'est une langue à part entière avec une syntaxe, une grammaire, un vocabulaire qui lui sont propres, comme le sont l'anglais ou l'allemand. La langue des signes possède sa syntaxe, sa grammaire, son vocabulaire, ses règles à apprendre qui forment la langue. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une langue internationale, puisque chaque pays possède la sienne. Donc je pratique la langue des signes française, un Anglais pratiquera la langue des signes anglaise. Les bases sont les mêmes, mais le vocabulaire est différent. Être sourd est encore considéré dans notre société comme un handicap. Être sourd, c'est être dans un monde à part. La communauté sourde aimerait vraiment que ces préjugés cessent. Professeur Stéphane Roman, donc la médecine a beaucoup progressé en matière d'appareillage, des implants. Dites-nous aujourd'hui ce que les malentendants ou sourds peuvent avoir à leur disposition pour régler ce problème. Bien, en rebondissant sur ce petit reportage, il est clair qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir permettre à toute personne sourde, la majorité, on peut leur permettre d'avoir une perception du monde sonore grâce à tous les appareils qui ont énormément évolué. Puisque à travers l'appareillage classique, on peut appareiller des enfants dès l'âge de 3 mois de vie, jusqu'à le grand écart, jusqu'à des âges extrêmes, bien entendu. Ce qui a énormément évolué, je le disais en préambule, c'est qu'au-delà de cet appareillage classique, nous pouvons rencontrer des situations dans lesquelles l'appareillage devient insuffisant parce que l'oreille interne, qui est le transformateur, si vous voulez, du son en une impulsion électrique pour l'envoyer au cerveau, au fameux cerveau, a besoin d'avoir quelques reliquats fonctionnels. Dans les cas où ils n'y sont pas, on a la possibilité de proposer, depuis maintenant les années 90, donc ça fait presque 27 ans de recul, l'implant cochléaire, qui est une prothèse totalement particulière, puisque c'est une prothèse électrique d'oreille interne. C'est pas l'homme bionique, mais non, ça s'apparente un petit peu dans les évolutions.
l'amplificateur, l'appareil, et puis l'implant. Exactement. Via la chirurgie. Via une partie chirurgicale et à l'extérieur, toujours une partie externe qui permettra d'envoyer cette stimulation. Alors, on parle de handicap. J'imagine que c'est mal vécu. Vous fréquentez, vos patients sont jeunes, malentendants. Comment ils vivent ce handicap ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord au départ, le handicap touche un enfant, mais c'est la famille qui le reçoit. Ouais. Donc, comme c'est la famille, il va falloir s'occuper de la famille parce que c'est un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein quand on vous annonce à la naissance, peu après, que votre enfant est atteint de surdité. Tout simplement parce que l'enfant, il est en bonne santé, il n'a pas de maladie, il a simplement une surdité qui peut compromettre sa communication avec les autres. Et l'apprentissage du langage. Et l'apprentissage du langage. S'il n'y a pas oral. De parole, il n'y a pas de langage. C'est en fait la formule classique, c'est de dire j'entends donc je parle. Voilà. Donc vous la mettez à la forme négative. D'où donc tous ces accompagnants, ces psychologues orthophonistes qu'on a vus là acquièrent le langage des signes pour communiquer, accompagner. Alors le langage des signes, je me permettrai simplement d'intervenir, c'est que aujourd'hui il y a la possibilité de permettre à tout enfant de développer un langage oral. Mais le choix langagier est porté par la famille. C'est la famille qui va choisir un développement du langage oral et ils peuvent aussi choisir le langage visio-gestuel, le langage des signes. Mais là où c'est très intéressant, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez commencer par la langue orale parce qu'on est un peu pris par le temps à cause du cerveau et sa plasticité. Et après, on peut tout à fait intégrer la langue des signes pour que ces enfants deviennent bilingues. Merci beaucoup. Nathalie, c'est un problème que vous connaissez, que vous avez traversé dans votre... C'est dans ma famille, ma grand-mère qui était atteinte après de surdité, donc âgée, mais en fait elle l'est devenue progressivement et assez jeune. Son frère l'était également, il s'était fait opérer à l'époque à Béziers, ce n'était pas génial. Et moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'on a des moyens de prévention, c'est-à-dire sur un enfant de se dire que... Est-ce qu'il y a des signes, voilà, on peut se dire, tiens, plus tard, il sera sourd. Parce que ma grand-mère, enfant, entendait. Même si elle n'entendait pas très bien, elle entendait quand même... En un mot, professeur. Alors, il y a des pathologies qu'on peut identifier pour lesquelles on sait qu'il va y avoir il peut y avoir une évolution vers une aggravation de la surdité. Juste un exemple, chez l'enfant, puisqu'on parle surtout de l'enfant, il y existe à la naissance des infections particulières, materno-fétales, des infections à cytomégalovirus. Ces enfants qui en sont atteints, dépistés ou non dépistés, sont suivis de façon très régulière pour repérer justement des dégradations auditives. Donc on peut prévenir alors. On arrive à prévenir ou en prendre en charge très rapidement. D'accord, merci beaucoup.